Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier, Julie Crène et Pascal Yave, pour votre invitation à participer à Her Story, qui permet d'aborder mon travail sous un angle intéressant, puisque a priori, mon travail, on aurait tendance à dire que c'est une exploration de la voix et du langage. Donc dans mes performances, mes pièces sonores, mes éditions, mes vidéos, je croise mes propres recherches vocales avec des matériaux plutôt issus de tradition orale, que ce soit le conte, le chant populaire, le mythe, plutôt des choses qui viennent des sciences théoriques comme l'anthropologie, la sociologie, la psychanalyse, et puis des matériaux oraux qui sont récoltés lors de rencontres auxquelles ma pratique donne lieu. Donc, par exemple, dans Mémoire Palace, c'est vraiment la restitution de la collecte de 200 personnes à qui j'avais demandé de me dire quelque chose qu'elles connaissaient par cœur et qui prend donc forme de performance. Donc, en fait, c'est pas une pratique, ce sont des pratiques, et elles se sont, depuis maintenant assez longtemps, elles ont toutes une hiérarchie assez horizontale, disons, entre, une pratique pas paralittéraire, mais pas de la littérature non plus, et qui, dans le champ de l'art contemporain, soit un petit peu différent de toute une tradition d'artistes, que ça soit Etchik ou Chopin, des gens qui ont vraiment travaillé sur cette question qui a éminemment bougé ces dernières années, puisque les artistes s'en sont emparés. Donc c'est une forme brutiste, puisqu'il y avait des formes qui s'inspiraient en fait des souvenirs que j'avais de l'exposition de Franck Gehry, qui sculptait la forme en forme ou en forme très organique, mais la forme me plaisait. Et c'est quelque chose d'avoir juste cette ligne noire dans l'espace. Enfin voilà, sur ce projet-là, je voulais essayer de convoquer en fait une sorte d'esthétique muséale. Donc du coup, ce travail d'installation, de mise en espace, elle est pensée au moment où il faut montrer les pièces sous forme d'archives, mais les archives sont elles-mêmes réactivées comme extension des pièces que j'ai pu nommer comme pièces, autant que chaque pièce soit une pièce conceptuelle en fait, puisque c'était à la fois réaliser des pièces, produire des pièces, subir mes pièces, titrer mes pièces, créer une pièce, produire une pièce, parler d'une pièce, produire une pièce, parler d'une 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 pièce sur le mode de représentation du travail. Donc sur ce travail, je me suis beaucoup intéressée pour mettre en situation des situations de parole que je dirais entravées ou empêchées. Donc ce dédoublement m'intéresse à des médiums comme la sérigraphie. Ça peut aller de la sérigraphie à la vidéo, de l'installation, de la sculpture, de la performance iconographique, textuelle et sonore, comme l'impression 3D, comme l'impression... Enfin voilà, en ce moment, je travaille à faire un travail plastique qui ne serait pas un travail qui serait relié à une sphère, je dirais, de l'ordre de l'intime, mais qui ne serait pas un travail de sculpture, mais qui ne veut pas se connecter à d'idées prédéfinies de travail. Alors du coup, par rapport à mon travail, oui, ce travail est intéressant puisqu'il a travaillé sur un mode de représentation. Alors, mon travail, c'est pas forcément ce qui nourrirait mon travail. Mon travail, alors, il n'est pas forcément tout de suite rentré dans le travail. Mon travail, alors... Mon travail. Voilà, donc ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de la performance animale Mimesis. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai décidé de commencer par ce morceau de performance. Tout d'abord, il me semblait important de rappeler dans quel contexte je l'ai écrite. Elle a été réalisée lors d'une résidence à la Boxe, qui est la galerie de l'École nationale supérieure d'art de Bourges, en 2015.
invitée donc en résidence à la BOC, j'ai eu envie de me questionner sur ce qu'on appelle communément la parole d'artiste. Et donc parole d'artiste qui est censée comme ça transmettre une vision subjective et intime du monde et qui finalement est prise comme tout jargon socio-professionnel dans un langage éminemment construit et commun. Et l'école d'art occupe une place privilégiée dans la manière dont cette parole va se mettre en place et est transmise. Ici, donc, ce qu'on a entendu, donc, c'est j'incarne à moi seule toute une communauté linguistique, puisque cette performance, je l'ai écrite à partir d'une 40aine d'entretiens avec des jeunes artistes, avec des étudiants, avec des enseignants, et puis avec ma propre parole, j'en fais partie. Et donc j'incarne toute cette communauté linguistique. Ça commence comme si j'allais répondre ici à votre question, comme si j'allais donner une conférence, mais au fur et à mesure, par paliers successifs, on ne garde de la parole d'artiste que les signes langagiers. Et ici, le propos est de subvertir, d'éclairer tous les présupposés et les clichés qui sont à l'œuvre dans cette parole et les effets de pouvoir que cette parole légitime peut produire sur ceux qui tentent de se l'approprier, par exemple les étudiants en art, ou ceux qui en sont exclus, c'est-à-dire environ 99% des personnes en règle générale, en dehors du champ, de notre communauté. Pourquoi j'ai commencé par répondre à cette question que vous m'avez posée? Ça peut paraître assez décalé, mais en fait c'est pour moi très logique. La première, c'est qu'elle me permet de revenir sur une expérience personnelle d'assignation de genre reliée à la question de classe. Comme toute femme, comme toute étudiante en art, enfin, je crois, nous avons toutes été témoins ou victimes, et dans mon cas, j'ai été victime, d'assignation de genre. Alors je dirais qu'il y a celles qui sont facilement identifiables, donc qu'on a toutes vécues, l'enseignant qui essaye de toucher un petit bout de votre peau, un petit bout de visage, un petit bout de main, un petit bout de fesse pendant le cours. L'enseignant qui vous s'adresse à vous d'un ton un peu paternaliste comme ça, en vous disant « t'es un petit peu coconne, mais je t'aime bien quand même ». L'enseignant qui va chercher à avoir un rendez-vous avec vous après le cours ou vous inviter au restaurant. Qui vous regarde les seins plutôt que les yeux, ça c'est quelque chose, je crois que, enfin personnellement que j'ai vécu, et je pense qu'on est beaucoup à l'avoir vécu, mais même pas à le conscientiser, tellement c'est dans... Enfin je suis partie de la génération d'artistes juste avant la vague MeToo, tellement c'était dans l'air du temps en fait, c'était normal. Donc quand c'est dans la norme, on s'en rend à peine compte, mais je dirais que chez moi, c'était tout de suite identifiable, j'ai eu les outils en fait pour l'identifier en tant que tel et pouvoir m'en défendre. À partir du moment où on identifie une discrimination, on peut avoir ou non, si c'est plus ou moins violent, évidemment, je préfère attention à ce que je dis, mais dans mon cas, dans mon parcours, j'ai eu la chance de pouvoir m'en défendre. Par contre, j'ai été victime d'une assignation de genre qui a été beaucoup moins identifiable, qui est reliée à une assignation de classe, et là, je l'ai vécu vraiment de manière très violente et de manière assez frontale, puisque je crois que c'est tout récemment que j'ai compris ce qui était arrivé dans la globalité du problème. Ça s'est passé lors de ma formation aux Beaux-Arts. En fait, dès les premiers jours, on m'a fait comprendre que je n'en faisais pas partie. Que mon travail n'était pas de l'art. Il y a tout de suite une disqualification du travail sous prétexte que c'était un travail universitaire, puisque moi, je venais de l'université et que je suis arrivée en équivalence en 4e année aux Beaux-Arts. Ensuite, donc, les mots vulgarité et les mots romantisme ont été tout de suite posés sur ma pratique. Ensuite, donc, c'est surtout, j'ai été attaquée dans ma manière de parler, qui était... je n'arrivais pas justement à avoir cette parole d'artiste. Je n'arrivais pas à bien parler comme il fallait de mon travail. Ma parole était jugée trop scolaire. Et c'était surtout... on m'appelait fille d'instit. Donc on voit tout de suite que dans les termes fille d'instit, il y a une assignation de classe. Puisque ici, je suis diminuée donc à mon origine sociale, puisque en effet, je suis fille d'instituteur de province. J'ai grandi dans une maison au mur de crépi jaune dans un lotissement, voilà, dans une toute petite ville. Donc oui, c'est mon origine sociale.
Et donc je sentais que j'arrivais pas en fait à acquérir ces codes. Par exemple, tout simplement le tutoiement systématique qu'on a dans notre milieu. Pour moi, au début, j'arrivais pas à tutoyer mes enseignants. J'y arrivais pas. J'arrivais pas à avoir le jargon, donc certains termes, certaines tournures de phrases, certaines références. Je sentais que j'y arrivais pas. Donc du coup, comme je suis origine de classe moyenne, fille d'instit, il y a une hypercorrection. Donc j'ai essayé tout de suite de m'emparer, de me former, de parler comme il fallait. Et donc tout de suite, ce réflexe, qui est dû à ma classe, mon origine, a irrité encore plus les enseignants et a créé, je pense, qu'on pourrait appeler un mépris de classe, alors c'est intéressant parce que quand on utilise les mots de mépris de classe, on s'attend qu'il y ait un mépris de classe par rapport à vraiment ce qu'on appellerait les classes populaires, les prolos. Et en fait, ici c'est ambigu parce que dans mon cas c'est la classe moyenne, et je pense que la relation qu'a le milieu de l'art contemporain à la classe moyenne est beaucoup plus ambiguë, puisque beaucoup d'entre nous on en est issus, en fait. Et que là-dedans, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une honte de classe qui se joue et dont moi j'ai été une victime collatérale. Mais sur le coup, au moment où ça s'est passé, j'avais pas du tout les outils théoriques pour comprendre ce qui se passait, au point que j'ai passé mon diplôme de justesse, mon DNSEP, et qu'après mon diplôme, je ne voulais plus jamais entendre parler d'art contemporain. Je me suis dit, de toute façon, j'y arrive pas, je suis pas faite pour ça, y a un truc que j'ai pas pigé. Donc je me suis moi-même exclue. Et puis, bon, la vie a fait que j'ai eu de très très belles rencontres aussi avec des personnes du chant qui m'ont ramenée, notamment du chant de la performance, qui n'est pas toujours le même chant que celui de l'art contemporain. Et la vie s'est adoucie, les choses se sont améliorées. Je suis là où j'en suis aujourd'hui. Ce n'est donc que plus tard que j'ai compris ce qui s'était passé avec la lecture, la découverte de la sociologie, notamment la distinction de Bourdieu, ce que parler veut dire, mais aussi le triple jeu de l'art contemporain de Nathalie Haïniche, Retour à Reims de Didier Ribon et Annie Ernaux, qui ont été vraiment des rencontres qui ont changé ma vie. Qui ont été très très fortes et qui ont fait que j'ai compris ce qui est arrivé, que j'ai pu justement me réemparer d'une certaine manière de ce que j'avais subi de manière poétique, et ce qui a donné lieu à ce que vous avez entendu au début, qui est Animal Mimesis, qui est une manière de reprendre du poil de la bête et retourner la chose et la rendre dans toute sa complexité, puisqu'évidemment ici il n'est pas du tout question d'un règlement de compte, pas du tout, je n'accuse personne. C'est un système, c'est une société. Je ne crois pas que ça soit des histoires que interindividuelles. C'est un système en entier. Donc, et ici, la performance, c'est vraiment une manière de dire, comment, justement, en tant qu'artiste, on est traversé par des choses, on est agi, et puis quelle réponse poétique déplacée on donne à une situation. Et après, donc récemment, j'ai parlé de cette situation avec donc de ce que j'avais vécu comme expérience aux Beaux-Arts avec Mélanie Gourarier, qui est une très bonne amie à moi, qui est en fait anthropologue spécialiste des questions de genre et de masculinité, et qui m'a dit, mais en fait, ce que tu as vécu, c'est complètement une assignation de genre, puisque universitaire, bon élève, scolaire, c'est des termes qu'on n'aurait jamais dit à un homme. En fait, il y a une disqualification du travail. Souvent, chez les femmes, on dit « c'est trop politique ». Alors que chez un homme, on dirait « c'est un artiste engagé ». Une femme, elle va être trop politique. Une femme, elle va être trop scolaire. Et ça, elle me dit « ici se joue, tu as été victime d'une assignation de genre ». Et c'est intéressant, ça fait 7 ans et demi, 8 ans presque, j'ai eu mon diplôme. Donc 8 ans plus tard, je me rends compte je relis encore ce qui s'est passé et à quel point pour moi ça m'a bouleversée à l'époque, c'était extrêmement violent. Et voilà, assignation de classe qui est identifiable assez facilement, et assignation de genre, elle est d'autant plus violente parce que c'est une discrimination qui ne dit pas son nom, qui est presque de l'ordre de l'invisibilité en fait. Et par ailleurs, commencer à répondre à cette question par une performance, c'était une manière aussi de venir questionner la légitimité de ma parole, puisque peut-être que la parole d'artiste, elle peut venir préciser conceptuellement certains aspects de la pratique, mais en même temps, dès que je pose des mots sur mon travail, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de... ça amoindrit quelque chose. On perd en complexité, en fait. Je pense que l'endroit d'où je parle et l'endroit d'où j'agis,
il n'est pas forcément dans la parole d'artiste, mais il est avant tout dans le travail et dans la forme. C'était aussi une manière pour moi de remettre en question le dispositif dans lequel on est actuellement, puisque cette parole d'artiste, elle a une légitimité de par tout le travail qui a été fait par toute une famille de curateurs qui m'a porté, qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui, et aussi par le dispositif lui-même. Aujourd'hui au MACVAL, donc je suis invitée par Julie Crène, qui est une commissaire d'exposition reconnue, Pascal Yves, qui est un artiste reconnu, le MACVAL, qui est une institution plus que reconnue, et donc qui donne une légitimité à mon invitation, à ma parole, et puis ce dispositif frontal où je parle devant vous, je suis face à vous, face à la caméra, je suis enregistrée, et donc ça vient quelque part donner une autorité à ce que je suis en train de dire, venir la légitimer, et donc qui dit autorité et légitimation dit aussi d'une certaine manière sacralisation et dit aussi quelque part domination. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est là tous ensemble pour réfléchir à des questions justement d'exclusion, de domination, et qu'en fait malgré nous, et c'est tout le jeu, et c'est qu'on reconduit le système, on participe au système, sauf que on agit dans un espace, un interstice qui est tout petit, parce que je crois qu'on a tous conscience ici qu'on reconduit sans arrêt le système, mais qu'en ayant conscience, en étant vigilant, on peut agir dans ce tout petit espace, plutôt que de dire non, on va avoir une parole vraie, on va bouleverser les choses, on va révolutionner les choses, qui, je crois, là serait plus de l'ordre justement de nouveau d'un phénomène de distinction par rapport au reste du milieu qui ne serait pas posé ces questions-là et qui, je crois, reconduirait les choses de la même manière. Et d'où on peut agir, c'est ce petit espace de dialogue, cette tentative poétique qu'on fait aujourd'hui de se poser ces questions-là. Voilà. Alors oui, l'intersectionnalité joue un rôle important dans ma pratique. Pour autant, si elle joue un rôle, il y a vraiment un déplacement poétique du terme. En fait, je fais attention à l'emprunt qu'on pourrait faire justement de ce terme qui désigne une situation, ce que vous dites, une situation de personnes qui sont victimes de discrimination à plusieurs endroits de manière simultanée, qui est utilisé, qui a été construit dans les années 90 par le black feminism pour parler entre autres des femmes noires victimes donc, de sexisme et de racisme. Donc en fait, cet emprunt de ce terme sur ma pratique, je fais attention parce que j'insiste sur le fait qu'il y a un déplacement poétique, parce que j'aurais peur de venir l'amoindrir et voire le dépolitiser en l'utilisant de manière comme ça un peu light par rapport à ma pratique artistique. Je dirais qu'en ce moment, dans le champ de l'art contemporain, il y a un retour des questions d'engagement, des questions politiques, donc à la fois dans le travail des artistes et à la fois dans les choix curatoriaux qui sont faits par les institutions artistiques françaises, pour beaucoup. Parce que justement, on est dans une actualité difficile pour le monde occidental, parce que je pense qu'elle est toujours difficile, mais on est en pleine crise. Il y a des conséquences de la mondialisation qui commencent à se faire sentir de manière très forte, à la fois la catastrophe écologique, la migration forcée. Là, on est là pour parler de discrimination, multidiscrimination de race, de classe, d'âge, de sexe, de genre, etc. Donc c'est très bien qu'on parle de tout cela, mais après il faut bien faire attention dans l'appropriation des termes et des revendications que l'on fait, parce que justement une appropriation un peu légère pourrait venir, à son insu, venir dépolitiser vraiment ce que ça désigne spécifiquement. Donc voilà, je tenais à le dire. Dans mon cas, l'intersectionnalité élargie joue un rôle, bien sûr.
la lecture du manifeste du cyborg de Donna Haraway a été extrêmement importante. Là aussi, c'était une rencontre qui a changé ma vie. Donc, dans cette manière que Donna Haraway a de remettre en question des grands dualismes comme masculin, féminin, nature, culture, corps, esprit, science, sorcellerie, etc. Enfin, tout un ensemble de dualismes, donc qui participent à la logique et à la pratique de domination des femmes, des gens de couleur, des travailleurs, des animaux et de toutes sortes de minorités. Je ne peux pas toutes les dire, il y en a énormément, et qui ne servent finalement qu'à renvoyer une image de soi et à désigner tout ce qui est autre par rapport à l'homme blanc occidental. Et donc, dans mon cas, beaucoup de mes pièces remettent en question ces grands dualismes pour leur préférer justement quelque chose de l'ordre du tremblement. Je ne peux pas parler de l'ensemble de ma pratique, je vais juste parler un petit peu plus spécifiquement de High Bird, qui est une performance qui porte sur le chant des oiseaux, qui a commencé à être écrite lors d'une résidence au Centre d'art contemporain à la synagogue de Delme, puis qui s'est poursuivie lors d'une résidence en Laponie, qui était financée par le Centre national des arts plastiques en 2017. Et donc, c'est une performance à la voix et à l'accordéon, dans laquelle je me livre à un véritable exercice d'hybridation. Donc, je vais revenir sur ce terme. C'est-à-dire que tout, mon corps, ma voix, l'usage de l'accordéon, participe à une sorte de réinvention de la figure de la femme oiseau. Pourquoi j'utilise le mot hybridation plutôt que imitation? Parce que ça, chez moi, dans ma pratique, c'est très important ce terme. Il faut savoir que l'ensemble, beaucoup de mes projets naissent d'un long travail d'immersion, d'imprégnation dans des milieux spécifiques qui peuvent être humains ou non humains, dans le cas de High Bird. C'est ce long moment d'immersion, j'essaye de le restituer vocalement les interactions qui ont lieu, en cherchant non pas à imiter ce que j'ai entendu, mais plutôt une tierce voix. Ce que j'appelle une tierce voix, c'est-à-dire une voix possible entre ma propre voix et la voix de l'autre. Donc dans le cas de High Bird, je n'ai pas cherché à adapter ma voix humaine à la voix des oiseaux, mais j'ai plutôt cherché une zone de porosité entre nos deux langages, une plage d'hybridation qui remet justement en question certains grands dualismes comme nature-culture ou humain-animal. Et finalement, le langage, là, sépare et découpe humain-animal et impropre à rendre compte en fait de la continuité qu'il y a entre ces deux termes. Finalement, il y a beaucoup plus de ressemblance entre un humain et un animal qu'il y a de différence, de même entre un homme et une femme. Donc il y a tout un éventail, un arc-en-ciel qui est possible et qui semble être mis de côté dans cette manière que le langage a de nommer et donc de fabriquer du réel. Humain, animal, femme, homme. Et dans le cas de High Bird, donc face à la situation écologique qu'on est en train de vivre quand même, qui est la conséquence aussi de cette manière de penser le monde, il semble urgent justement de ne plus penser l'humain au centre et au-dessus de tout, et donc de remettre cette position de l'humain séparé du reste du monde. Le monde est à son service. Et après, c'est pas évidemment, High Bird n'est pas une critique littérale, frontale de l'anthropocentrisme, mais est plutôt, je dirais peut-être à son échelle, une petite zone d'expérimentation, de déplacement poétique et peut-être de réinvention de certaines questions, d'un certain imaginaire autour de ces questions. Voilà. Eh bien, ces chiffres, ils disent ce qu'ils disent. Ils disent que le milieu de l'art contemporain est un milieu sexiste, tout comme notre société. Alors néanmoins, on voit qu'il y a une évolution dans les chiffres, et ça, on peut le ressentir. Il y a en ce moment une prise de conscience de ces inégalités. Il y a un travail qui est fait, quand même,
Il y a certaines choses qui sont en train doucement de bouger, notamment par exemple ce qui disent les chiffres. Il y a une petite amélioration des acquisitions. Il y a aussi de plus en plus de femmes qui sont à la tête d'institutions artistiques françaises. Il y a par exemple, le Salon de Montrouge fait les 2 dernières années a fait vraiment attention à la parité entre les artistes femmes et hommes. Pour autant, ces chiffres, ils sont réels et ils sont actuels. Donc en fait, les inégalités continuent. Et là, ce que je disais, ça rejoint ce que je disais au début, la discrimination, elle est d'autant plus violente qu'elle n'est pas visible. On aurait l'impression qu'aujourd'hui, c'est complètement ringard d'être sexiste, que ça ne se fait pas, que ça serait très mal vu, n'est-ce pas, de ne pas exposer autant d'hommes que de femmes, autant de gens de couleur que de blancs, etc. Mais pour autant, en fait, finalement, c'est toujours le cas. Dans les acquisitions. Donc cette discrimination, elle est de l'ordre de l'invisible, elle est toujours agissante. Et pardon, je perds le fil de ma pensée. Elle agit toujours et je crois qu'on peut passer à côté parce que la réalité semble, en apparence, ne pas l'être. Et dans mon cas, personnellement, j'ai passé des années à ne pas avoir forcément conscience de ma condition de femme et de ces violences-là et de ces inégalités-là. C'est-à-dire que déjà, je fais partie, ce que je disais tout à l'heure, de la génération de jeunes artistes qui est juste avant la vague MeToo. Et quand j'ai fait mes études, en fait, on en parlait très peu de ces questions-là. Je me rappelle avoir pris conscience de ces chiffres en découvrant le travail des Guerrilla Girls, donc ce collectif dans les années 70 qui disait il y a 90% des artistes américains qui sont des hommes qui sont exposés dans les musées. Et en fait, j'avais été choquée à l'époque par ces chiffres, mais pour autant, ça restait pour moi de l'ordre de l'abstrait. J'arrivais pas à identifier cette inégalité dans mon quotidien. Après, donc, mes études, il y a eu vraiment des lectures qui m'ont fait un déclic, qui m'ont permis de prendre conscience de ça. Donc, à savoir, une des rencontres très fortes aussi, ça a été Ce sexe qui n'en est pas un de Lucie Irigaray et Les guerrières de Monique Wittig. Et à partir de Ce sexe qui n'en est pas un, j'en ai fait une performance d'ailleurs qui s'appelle Trace, qui revient justement sur la possibilité d'un devenir femme du langage. Par la suite, donc rencontre littéraire et théorique, rencontre également humaine. Je dirais donc j'ai parlé de mon amie Mélanie Gourarier, avec qui on a des conversations très intéressantes sur ces questions-là, qui est anthropologue spécialiste du genre, avec mon amie Chantal Latour, qui est une féministe, et qui est une des fondatrices de la revue Mathusalem, que vous interrogerez d'ailleurs, je crois, bientôt, avec des commissaires. Par exemple, Géraldine Gourbe, par exemple, Émilie Renard, Vanessa Desclaux, Julie Crène, et toute une famille en fait, de commissaires. Je ne peux pas toutes les citer, mais il y en a beaucoup et je les remercie. Et d'ailleurs, je n'ai pas remercié aussi toutes les commissaires et toutes les générations d'artistes précédentes qui ont lutté pour qu'aujourd'hui la situation soit doucement en train de s'améliorer. J'en suis reconnaissante en tant que jeune artiste. Des rencontres aussi avec des réseaux, comme le réseau Fairplay, qui est un réseau en fait, qui est plutôt spécialisé dans l'art sonore, qui est fondé surtout par des femmes, qui essaye de donner une visibilité à des femmes, à des trans et à des minorités socio-culturelles qui sont en marge des réseaux dominants de visibilité, et avec aussi des musiciennes, comme par exemple Joëlle Léandre, qui est une grande contrebassiste et improvisatrice avec laquelle j'ai eu la chance de jouer récemment. Joëlle Léandre, elle est très intéressante et elle a écrit, par exemple, en 2017, elle a écrit une lettre ouverte dénonçant le fait qu'il n'y avait pas de femme lauréate qui ait gagné les victoires du jazz en 2017. Ce qu'il faut savoir, ici, on parle surtout d'art contemporain, mais le milieu de la musique dite improvisée, du jazz, de la musique alternative, que je connais un peu, ce que j'ai le pied dedans quand même, il est encore pire. C'est le Moyen-Âge à côté, en fait. On ne s'en rend pas compte, mais j'hallucine. Enfin, vraiment, hein. Les conversations que j'ai avec des amies musiciennes, c'est assez hallucinant. La violence qu'il y a dans ce milieu. Donc, heureusement qu'il y a Joëlle, qui est là, comme elle dit, pour ouvrir sa gueule. Et heureusement qu'il y a le réseau Fairplay. Et heureusement qu'il y a toute une famille de musiciennes qui sont là pour en parler.
Après, dans le milieu musical, les choses aussi sont en train de bouger. Là, tout à coup, il y a une prise de conscience depuis quelques années. Alors, tous les lieux qui d'habitude ne programment... Alors, vous regardez les programmations, hein. Je ne vais pas dire de nom de lieu, c'est simple, vous allez sur n'importe quel lieu qui programme du jazz et de la musique improvisée, vous voyez 80%, je suis gentille, des artistes programmés sont des hommes. Alors tout à coup, depuis 2-3 ans, il y a une prise de conscience. Alors ils font tous des éditions spéciales femmes. Alors il y a plein de festivals qui sont spéciales femmes. Alors c'est que des femmes, du coup. Alors ils sont contents parce qu'ils ont fait leur BA. Ils ont programmé tout d'un coup que des femmes. Mais pour autant, je me pose la question, donc c'est très bien. Ça, je trouve que c'est hyper important et c'est vraiment très important. Ça, je ne dénigre pas du tout cette démarche. Par contre, ça serait bien que ça soit vraiment accompagné d'une prise de conscience et d'un engagement politique profond, pas seulement le faire parce que c'est à la mode ou parce que c'est bien vu. Et là encore récemment, par exemple, un programmateur qui l'an dernier a fait son édition spéciale femmes m'appelle pour me proposer une date pour un concert, pour une performance. Et il était très peiné parce qu'en fait, je ne pouvais pas à cette date-là. Et il me dit « Oh là là, mais comment je vais faire ? L'an dernier, j'ai programmé toutes les artistes femmes, toutes les musiciennes femmes que je connaissais. Là, j'ai plus personne dans ma liste. T'étais l'une des seules que je connaissais que j'avais pas programmée l'an dernier. » Alors, je ne sais pas comment faire. Et je lui réponds, mais en fait, là, ça serait peut-être bien de sortir des sentiers battus, c'est-à-dire de faire ton travail, quelque part, hein, c'est-à-dire de sortir des festivals et des lieux institutionnels qui, justement, portent ces discriminations et ne programment que des hommes, parce que des musiciennes... Alors, il y en a plein qui disent, mais il y aurait pas, des musiciennes sont moins talentueuses, ou il n'y en aurait pas. Mais c'est complètement faux. Et moi, des musiciennes et des artistes femmes, mais j'en connais énormément, et des personnes extrêmement, extrêmement talentueuses. Seulement, il y a un travail ici qui n'est pas fait de la part de plein de programmateurs. Au niveau des commissaires, je suis partie d'une famille dans l'art contemporain où les commissaires font de plus en plus ce travail-là, qui est un travail militant. Mais de la part des programmateurs de musique improvisée, c'est pas encore le cas, malheureusement, chez beaucoup. Alors oui, je crois que, étant donné tout ce que je viens de dire, je pense qu'on a pu comprendre que j'étais féministe. Alors ensuite, mon féminisme est un féminisme élargi, c'est-à-dire que je trouve que toute inégalité est insupportable, est inacceptable. Inégalité entre les hommes et les femmes, mais inégalité aussi envers... Voilà, toute autre minorité, de par la couleur de la peau, la race, le fait de l'origine de classe, l'handicap, la maladie, l'âge. Là, tu parlais aussi du poids. Enfin, en fait, il y a toutes les minorités, il y en a tellement qu'elles sont parfois pour beaucoup même invisibles, les enfants, qu'on n'en parle même pas. Et aussi les minorités qui sont non humaines, les animaux, les plantes et le monde. En fait, ce que je dis, on peut plus se conduire de cette façon-là envers le monde humain et non humain avec ce qui se passe aujourd'hui. Après, je parle de féminisme élargi parce que certes, je suis une femme, je suis issue de la classe moyenne, mais je suis aussi blanche, je suis aussi hétéro, je suis aussi occidentale. Donc, je suis aussi porteuse du système dominant. Et donc, c'est pour ça qu'il est pour moi très important, dans mon quotidien, je parlais de ce tout petit espace, et avoir conscience de là d'où on parle, et comment on reproduit, peut-être même souvent de manière inconsciente, un système. Et je pense que c'est en prenant conscience des mécanismes qu'on peut peut-être prétendre à une toute petite liberté et une toute petite zone de réinvention. Et donc dans mon quotidien, j'essaye d'être vigilante sans arrêt, d'essayer de conscientiser ce que je pourrais faire malgré moi, qui serait de l'ordre de la discrimination. Voilà, sans arrêt, donc sur des micro-choses qu'on pourrait appeler du micro-politique. Donc dans le travail, c'est prendre soin des personnes avec lesquelles j'agis. Et ensuite, c'est de et par le travail lui-même. Donc ce que j'ai dit, les sujets que j'aborde, cette remise en question de certains grands dualismes, nature-culture par rapport à Highbird,
les questions de genre dans la performance trace, dans des pièces comme Song for Debbie, dans Hypno Queen, où Hypno Queen, je passe d'un état minéral, végétal à un état hermaphrodite. Dans les questions aussi de classe avec Animal Mimesis, voilà. Donc sur les questions aussi de science et de sorcellerie dans des pièces comme Madame V, Stellar Acoustic Station ou Eve. Voilà, donc c'est tout un ensemble de travail qui remet en question ces grands dualismes de par leur sujet et puis par la forme elle-même, la performance, puisque elle fait fi des normes de féminité et des normes d'identité. En tant que femme, dès qu'on est toute petite, dans l'éducation, pour ma part, j'ai été élevée dans une famille où on m'a laissé beaucoup de liberté, mais il y a aussi l'école, il y a aussi le système, qui fait qu'une femme, elle va pas se tenir, donc je voyais ta règle tout à l'heure, elle était comme ça. Une femme, elle va pas se tenir de cette manière-là, elle va plutôt se tenir de cette manière-là. Elle va faire attention. Bon, moi, je parle fort parce que justement, mais elle parle souvent pas très fort. Et donc d'arriver en tant que performeuse, c'est faire entendre une voix qui est en dehors justement des normes, qui est souvent, donc on ne sait plus si ma voix elle est animale, si elle est masculine, si elle est fait fi justement de tout ce qui pourrait être carcan identitaire. Et là, ce qui est intéressant, il y a un an, j'ai écrit la performance Shout, qui est sur le cri de révolte féminin, qui est pour un collectif de 4 chanteuses. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait beau, en tant que femme, être chanteuse, et donc utiliser notre voix, on a eu énormément de difficultés à crier. Et il faut savoir quand même que c'est Chantal Latour d'ailleurs qui m'a appris ça, que dans les années 70, il y a eu des cours d'autodéfense féministe qui apprenaient aux femmes à crier. Parce qu'en fait, c'est pas facile de crier. Et on s'est rendu compte de ça alors qu'on était toutes, on travaillait avec notre voix tous les jours. Donc là aussi, cette performance, elle questionne sur les normes de féminité dans la voix. Et après, la performance questionne aussi les normes identitaires du corps, puisque dans beaucoup de performances, justement, j'ai des avatars qui remettent en question. Donc tout de suite, on voit on m'assigne à un genre, par exemple. Enfin, mon corps dit que je suis une femme. Et donc, la performance permet de réinventer cette identité. Par exemple, dans Hypno Queen, justement, j'en parlais, où je deviens tour à tour animal, végétal, hermaphrodite, ou dans des performances où je suis un peu androïde, comme dans Eve ou dans Madame V. Donc, la performance est un espace de liberté infinie, de libération et peut-être d'expérimentation poétique des différentes questions qui m'ont été posées aujourd'hui.